Vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré ce président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, ils considèrent que les autres sont des ennemis, qu'on doit abattre systématiquement. Et vous faites cette révélation-là aujourd'hui sur le plateau. Merci pour cette révélation exclusive, mais c'est tellement flagrant de savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations, aujourd'hui, des menaces sont brandies. Ouais. Lorsque vous pensez justement à la marche de la Côte d'Ivoire telle qu'elle est à ce jour, avec le président Alassane Ouattara, qui ne fait aucune ouverture, en tout cas ni à ses opposants, ni encore à la société civile, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? Mais je pense que au moins on peut lui reconnaître ça au président Ouattara, d'être logique avec lui-même. Il dit il croit pas dans le gouvernement de l'Union nationale. Il croit pas dans le gouvernement d'ouverture. Au moins on peut lui reconnaître ça. Et donc il a pris le pouvoir. Et il le gouverne avec son équipe. Non, outre la gouvernance, même le fait d'écarter des leaders politiques, comme on l'a vu récemment avec les élections présidentielles, où vous, c'est vrai, vous avez stigmatisé cette manière de faire sur plusieurs plateaux, je vais pas revenir là-dessus, de savoir, et même vous avez dit quelque chose qui était plus ou moins un peu réducteur, mais qui était une chose qui était révélatrice d'une certaine vérité, de savoir que vous, on vous dénie des parrainages alors qu'on les donne à Henriette Lagou, tout de même par rapport à votre implantation nationale, et vous l'avez dit, dans toutes les contrées où vous êtes passé, vous n'avez vu aucun représentant, encore moins de Henriette Lagou, encore elle-même en train de collecter des parrainages, mais on lui a donné cela. Lorsqu'on voit toutes ces manières de faire et qui arrivent à éliminer des leaders potentiels véritables de grands partis comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, vous autres, Vincent Tobiri et bien d'autres, lorsqu'on voit cette marche-là, où il n'y a aucune ouverture, je ne parle même pas d'ouverture en termes de gouvernance, mais où on ne permet même pas cette cohésion nationale, de sorte à avoir des leaders d'opinion, des leaders politiques participer au jeu démocratique. Lorsque vous voyez toute cette marche, qu'est-ce que vous pensez? Non, en fait, effectivement, ce que vous avez dit est assez intéressant parce que, pour ce qui concerne Henriette Lagou, effectivement, ce que j'ai dit est un peu réducteur. Voilà. Je me suis pris beaucoup de coups après cette sortie, de la part même des féministes, même d'autres. J'ai vu, mais c'était un révélateur quand même d'une certaine vérité aussi. Mais bon, en fait, c'est une vérité que j'avais voulu dire. Donc, là-dessus, je m'excuse un peu. Alors, sur les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, en rapport aux candidatures, sur la question de Thiam, c'était une décision logique. À partir du moment où, quelques temps plus tôt, avant la décision du Conseil constitutionnel, sa nationalité avait été annulée par une décision judiciaire. Donc, conséquence de cela, il ne pouvait pas être sur la liste des candidats. Le président Gbagbo Laurent aussi, on savait tous qu'il était condamné à 20 ans de prison et que lui aussi n'était pas sur... Bien que gracié, la condamnation demeurait encore dans son casier judiciaire et par conséquent, lui aussi ne pouvait pas être, retenu par le Conseil constitutionnel. Donc ça semble logique. Et puis, il y a d'autres candidats comme nous autres qui ont été éliminés sur le principe de parrainage non conforme. À moi, on a opposé le fait que j'aurais fourni 11 453 parrainages dont le cadre d'identité était faux, le numéro de carte d'identité n'était pas bon. Et donc, c'est sur cette base-là que nous autres avons été éliminés. Ce que nous avons après dénoncé, c'est le fait qu'on n'ait pas de possibilité de comprendre comment cela s'est fait, de quoi on parle quand on parle de faux numéro de carte d'identité, pour que pour 2030, si le parrainage est encore en vigueur, on sache comment nous prendre. Parce qu'on me dit c'est des faux numéros de carte d'identité. Est-ce que ce sont les prospects qu'on a allé chercher qui ont fourni de faux documents, ou bien ce sont nos éléments qui ont fait la transcription, qui ont fait de fausses transcriptions? Il faut qu'on ait une visibilité là-dessus. Mais on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier objectivement ce dont on parle quand on parle de faux numéros de carte d'identité. Et ça, c'est une fragilité pour le système électoral de notre pays. Je l'entends bien. Lorsque vous donnez les raisons qui ont amené les candidatures des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, on va dire être invalidées quelque part. Donc, c'est dire que quelque part, on fait un faux procès au président Alassane Ouattara, somme toute d'avoir éliminé des candidats, des adversaires sérieux. On lui fait un faux procès quelque part? Oui, mais pour comprendre la chose, il faut intégrer les décisions qui ont été prises en amont avant la décision du Conseil constitutionnel. Le président Gbagbo Laurent, depuis qu'il a été condamné, a toujours contesté cette condamnation.
on pourrait la considérer comme étant politique. En 2010, le président Gbagbo avait pris un décret spécial au fait du président Ouattara un candidat. C'est ça. Donc, ça, c'était dans l'esprit de la décrispation de paysage politique pour ramener la paix dans le pays. Il avait pris une décision spéciale. Parce que le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire avait déjà rendu une décision qui éliminait le président Ouattara. Et donc, cette décision étant devenue définitive et irrévocable, le président Ouattara ne peut pas être candidat. Mais Gbagbo a pris un décret pour faire de lui un candidat. On a considéré que dans la même veine, dans le même contexte, l'ascenseur aurait pu lui être retourné et que le président Ouattara pourrait prendre un décret pour faire de M. Gbagbo un candidat aussi. Ou bien même prendre une loi d'amnistie pour effacer la condamnation qui pèse sur lui. Vous vous rendez compte, M. Gbagbo Laurent va finir sa carrière politique, sauf changement, avec cette infamie qui est la condamnation qui est sur sa tête. Avec tout le combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire, il va terminer sa carrière politique, sauf changement, avec une condamnation sur sa tête, qui est une vraie infamie. Donc il n'est même pas sur la liste des droits. Donc tous ses droits civiques lui ont été retirés. Et d'ici demain, je ne le souhaite pas, mais il peut nous quitter avec cette condamnation, avec ses droits civiques qui lui ont été retirés définitivement. On est ici en France, dans d'autres pays, quand on condamne un acteur politique, le retrait de ses droits civiques est limitativement décidé. C'est inscrit dans un temps précis. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. D'autres acteurs ici en France ont été condamnés à 5 ans d'inéligibilité. Ça arrive. Mais en Côte d'Ivoire, c'est ad vitam aeternam. Est-ce que ça, c'est possible, ça? Est-ce que ça, c'est normal? Bah justement, c'est de cette ouverture dont je parlais tout à l'heure. Comment est-ce que vous expliquez le fait que le président Alassane Ouattara n'ait pas voulu faire cette ouverture tout de même en admission et en permettant et au président Laurent Gbagbo et à Tidjane Thiam, de l'histoire de la nationalité, de les laisser se présenter pour une décrispation? Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'a pas pu faire ça? Il aurait pu le faire, on l'a espéré, parce que on savait tous que, moi je l'avais dit, le terme de fin de cycle. Pour moi, ça devait être un festival de sortie. Le président Ouattara devait créer, par cette élection 2025, le festival de la fin du cycle, où lui-même est candidat, où il autorise tous les autres, ses autres adversaires à être candidats. Et puis, bon, on sort de cette élection-là avec le sentiment que la Côte d'Ivoire tourne une page. Mais on est sorti de cette élection avec le sentiment profond que la Côte d'Ivoire vient d'entamer une nouvelle page de crise. Et qui va être encore plus longue. Puisque les plaies qui vont être créées par le retrait des droits civiques de Gbagbo Laurent, définitivement, ces plaies-là pourront jamais être cicatrisées si Gbagbo Laurent n'est pas rétabli dans ses droits avant que peut-être demain, et nous quitte. Tout le monde peut partir du jour au lendemain. Mais c'est des choses qu'il faut reconstruire. Dans le subconscient de plusieurs milliers d'Ivoiriens, Gbagbo Laurent est victime d'une injustice. Et quand on dirige un pays, on doit prendre ça en compte. Pour dire, on a dirigé le pays pendant 15 ans, on s'en va dans 20 ans. Il y a la possibilité que les torts qui ont été causés de part et d'autre, on les règle définitivement. Et par conséquent, on offre de nouvelles perspectives aux Ivoiriens en termes de réconciliation. Mais là, on est vraiment fragmenté. Et là, ça va être le mur de barrière qui va être là définitivement. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont en prison. Plein de militants du RADP, du PPRC qui sont en prison. Certains sont jugés, condamnés à 3 ans de prison. Je pense que ces extrêmes-là, on n'a pas besoin de ça. On peut toujours, par la voie politique, régler les problèmes. Mais bon, évidemment, quand on les écoute, on dit non, tout ça est fini, maintenant c'est la loi, alors qu'il y a des secteurs dans lesquels on ne respecte pas aussi la loi. Ça, c'est clair. Ouais. Mais est-ce que vous ne vous dites pas tout de même que il y a eu des incohérences et des contradictions au sein, on va dire, de l'opposition qui ont amené le président Alassane Ouattara à agir ainsi jusqu'à là où on en est? Non, pour ce qui concerne Thiam, pour ce qui concerne Gbagbo Laurent, ce sont les institutions ivoiriennes qui ont pris les décisions. Oui, au-delà des institutions. Au-delà de ça. Au-delà du côté judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas, le fonctionnement, est-ce que dans la marche, dans le fonctionnement de l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences, des contradictions dans leur démarche? Là-dessus, c'est très clair. L'opposition ivoirienne n'avait pas de colonne vertébrale. Elle n'avait pas de structuration. Elle n'avait pas de ligne correcte. On n'avait aucune visibilité sur la démarche de l'opposition ivoirienne. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à DCI, on s'est tenu un peu à l'écart de tout ça. Parce qu'on ne voyait pas la colonne vertébrale directrice. Dans cette période de crise, de tension, on a créé la CAPSI avec Madame Simone Gbagbo, on dit de ne plus l'appeler Simone Gbagbo, et Yves, et tous les autres. Après, on a créé le Front commun. Et puis finalement, on ne savait plus qui faisait quoi.
les candidats potentiels de ces grands partis ont été écartés. Après, il y avait un choix politique à faire. Et nous, en tant que ADCI, quand on a été rencontré le président Gbagbo Laurent, nous avons donné notre position à nous. Nous nous sommes dit, pour recréer une sorte de cohésion dans l'opposition, à partir du moment où les candidats potentiels ont été écartés, qu'on fasse contre mauvaise fortune bon cœur et qu'on démontre au RADP qu'on avait la possibilité de se mettre au-dessus de nos intérêts particuliers pour poser la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, de prendre le RADP à son propre piège en disant, c'est vrai que Gbagbo est écarté, Thiam est écarté, d'autres ont été écartés, mais il y a 3 personnes de l'opposition qui ont été retenues. Et par conséquent, on peut se regrouper derrière un de ces candidats-là et faire campagne pour lui. À partir de ce moment-là, on est dans la République et le 25 octobre, on a les moyens de revendiquer une victoire. C'était ça notre schéma à nous. Malheureusement, nous avons été mis en minorité et ce qui devait être déployé a été déployé. Et on a vu son inefficacité sur le terrain. Et les gens sont allés sur le terrain en victime expiatoire, ils ont été râpés et finalement ils se sont retrouvés en prison. Pour résumer toutes ces incohérences, surtout de l'opposition, vous avez dit récemment, et je cite, « Nous ne voulons pas nous fondre dans un système que nous ne maîtrisons pas. » Et voilà. Justement, tout simplement. C'était ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'alternance politique qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait voir aujourd'hui, voir émerger ou bien voir luire en Côte d'Ivoire, cette alternance politique ne pourrait pas passer tout de même quand même par une union forte de l'opposition? Oui, mais pour quel intérêt, pour quel objectif? C'est ça. Les unions s'organisent dans un objectif précis. À partir du moment dans une d'union, d'alternance du moins. D'alternance tout de même. Oui, mais en même temps, le combat est en quelque sorte empoisonné par les sorts juridiques des acteurs. Comme vous avez le président Gbagbo qui est privé de ses droits civiques, ça fait que le combat de son parti, c'est la réhabilitation de son leader. Et donc, tant que ce combat de réhabilitation est là, vous ne pouvez pas poser le principe d'une union qui exclut le président Gbagbo comme acteur principal. Ça, c'est compliqué. Quand vous prenez le cas de Thiam, il est en dehors du pays depuis presque 1 an. Quelque union que vous chercherez à construire ne pourra pas se construire tant que les conditions ne sont pas réunies pour que lui rentre au pays et qu'il prenne sa place. Et donc, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au président Ouattara. Il a cette capacité d'anticipation qui permet de dérouter ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a pratiquement 5 coups d'avance. Ce qui va se passer dans 5 ans, et il le pose comme acte aujourd'hui. Ce qu'il a posé comme acte, j'allais dire, anticipatoire par rapport à Gbagbo et aux autres, fait qu'aujourd'hui, l'opposition est complètement à la ramasse, à la rue. Au lieu de poser le combat de la réforme des institutions, de la réforme du code électoral, de la CEI et tout ça, comme valeur absolue, le PPACI a ce combat-là de réhabilitation de son leader. De libération des prisonniers. Et voilà, de libération des prisonniers. C'est toujours du rébellant. 2020, 2025, c'est pareil. Tout ça est lié à quoi? À une seule personne. Au président Ouattara. Réhabilitation, libération des prisonniers. C'est lui qui est au cœur du jeu. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une position qui est structurée parce que les combats qui concernent sont d'abord internes au lieu d'être nationaux. On va s'intéresser à ces leaders politiques. On les a longtemps cités lors de cette interview, que ce soit le président Laurent Gbagbo, président Alassane Ouattara, président Laurent Gbagbo. On va parler de ces leaders. Mais bien avant, justement, avant de parler de tous ces leaders, on vous a souvent présenté, vous, comme le pion du président Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous répondez? Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement. On ne s'est jamais parlé. Donc, je ne suis pas du tout son pion. J'ai mon mouvement à moi, qui a vocation aussi à conquérir le pouvoir d'État demain. On n'a aucune envie de se fondre